Je sais exactement ce que vous ressentez en ce moment. Quand mon fils Mathieu a claqué la portière de sa voiture, cette nuit pluvieuse, en criant « Si tu continues à pleurer, alors reste dehors dans la rue », je n'aurais jamais imaginé que ce moment changerait ma vie à jamais. Le bruit de la portière qui se refermait a résonné comme un coup de fusil dans mon cœur, marquant la fin de quelque chose qui se mourait depuis des années. Trempé par la pluie, j'ai regardé les feux arrière de sa voiture disparaître dans l'obscurité, me laissant seul à 72 ans, sans téléphone portable, sans argent et sans dignité. C'est alors qu'un jeune homme aveugle s'est approché, guidé par sa canne blanche, et m'a murmuré des paroles qui ressusciteraient mon âme. « Faites semblant d'être mon grand-père. Votre fils regrettera amèrement son geste. Mais avant de continuer, assurez-vous de vous être abonné à la chaîne et d'écrire dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Nous adorons savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Les phares des voitures qui passaient éclairaient momentanément mon visage mouillé alors que j'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. La dispute avait commencé pour quelque chose de si banal. J'avais oublié d'aller chercher à la pharmacie les médicaments dont Mathieu avait besoin pour le dîner qu'organisait sa femme avec ses collègues. Une simple erreur, mais pour lui, c'était comme si j'avais commis un crime impardonnable. « Tu ne peux rien faire correctement, Pierre ?» avait-il hurlé dans la voiture, frappant sur le volant. « 15 ans à vivre chez nous, et tu continues à me décevoir. » Ces mots me blessaient plus profondément que la pluie froide qui trempait maintenant mes vêtements. 15 ans de vie chez mon fils réduit à une ordonnance oubliée. 15 ans pendant lesquels j'étais progressivement devenu une ombre, une version effacée de moi-même. Les larmes ont commencé à couler, se mêlant à la pluie, et puis ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pour l'amour du ciel, tu vas commencer à pleurer maintenant. Je n'en peux plus de tes drames. C'est alors qu'il a brusquement arrêté la voiture à cet arrêt de bus désert, m'a regardé avec mépris et m'a ordonné de descendre. Quand j'ai hésité, il s'est penché et a ouvert la portière côté passager. « Sors, papa. Si tu vas pleurer, alors reste dans la rue. » Je suis sorti, abasourdi d'incrédulité. Il a démarré, me laissant sous la pluie battante dans un quartier que je connaissais à peine. L'eau ruisselait sur mon visage, goûtant du bout de mon nez. J'ai regardé mes mains ridées et tremblantes, froides de peur. 72 ans, sans emploi depuis 2 décennies parce que Mathieu avait insisté pour que j'emménage avec sa famille après la mort de ma femme. Sans amis proches parce qu'il pensait qu'ils étaient une mauvaise influence, qui ne ferait que me remplir la tête de bêtises. Sans autre famille parce qu'il avait coupé mes relations une par une, prétendant que mes proches étaient des personnes difficiles. Et maintenant, seul sous la pluie, je me demandais à quel moment j'avais permis à ma vie de devenir cela. C'est alors que j'ai entendu le doux bruit d'une canne tapant sur le sol. Tape, tape, tape. Au début, j'ai pensé que c'était juste le bruit de la pluie, mais bientôt j'ai vu la silhouette d'un jeune homme qui s'approchait. Il portait un manteau sombre et avait des cheveux noirs courts, bien coiffés. Ses yeux, bien qu'incapables de voir, semblaient avoir une intensité remarquable. « Pas une nuit très accueillante pour être dehors dans la rue, n'est-ce pas ?» a-t-il dit, s'arrêtant près de moi. Sa voix était calme, presque mélodieuse, contrastant avec la violence de l'orage. « Je vais bien », ai-je répondu automatiquement. Cette réponse qui devient un réflexe quand on passe des années à cacher la vérité. Il a souri. Un sourire qui semblait en savoir plus que ses mots ne révélaient. « Votre voix dit autre chose, monsieur. C'est la voix de quelqu'un qui vient d'être abandonné. » Ce mot « abandonné » a provoqué quelque chose qui s'est brisé en moi. Je ne pouvais plus contenir le sanglot qui était coincé dans ma gorge. « Comment le savez-vous » ai-je demandé entre les larmes. « Quand on perd la vue, les autres sens s'aiguisent. J'entends la douleur dans votre respiration, je ressens le tremblement dans votre voix, je sens que vos vêtements sont trempés et surtout... » Il a fait une pause, inclinant légèrement la tête. « Je peux dire quand quelqu'un est brisé à l'intérieur. » À ce moment-là, une élégante voiture noire s'est arrêtée devant nous. Un homme en costume en est rapidement sorti avec un parapluie.
Monsieur Laurent, vous n'auriez pas dû sortir seul sous cette pluie, a-t-il dit, préoccupé. Antoine, content que tu sois là, a-t-il répondu avec un calme surprenant. Puis, se tournant vers moi, il a murmuré « Faites semblant d'être mon grand-père. Votre fils regrettera ce geste. » Avant que je ne puisse comprendre ce qui se passait, il a pris ma main avec une fermeté surprenante pour une personne de son âge. « Antoine, voici mon grand-père. Il me rendait visite et s'est fait surprendre par la pluie. Ramenons-le à la maison. » Le chauffeur m'a regardé, confus, mais n'a pas posé de questions. Laurent m'a serré la main comme pour dire « Faites-moi confiance ». Et moi, sans autre option, je l'ai suivi jusqu'à la voiture. C'est alors que j'ai remarqué la voiture de Mathieu qui revenait lentement dans la rue. Peut-être que dans un rare moment de conscience, il avait réalisé la cruauté de son acte. Ou peut-être qu'il venait juste de se souvenir que j'avais les clés de la maison. Peu importait. Le fait est qu'il était là, regardant alors que je montais dans le véhicule luxueux avec l'élégant jeune homme aveugle. Nos regards se sont croisés un instant. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu quelque chose de différent sur son visage. De la surprise, peut-être même un éclair de regret. Laurent, comme s'il pouvait sentir sa présence, s'est tourné dans sa direction et a dit d'une voix forte « Rentrons à la maison, grand-père. Personne ne mérite d'être laissé sous la pluie par quelqu'un qui ne sait pas l'apprécier. » La voiture s'est éloignée en douceur. Dans le rétroviseur, j'ai vu Mathieu debout sous la pluie, son expression transformée par la confusion. Je montais dans une voiture avec un inconnu, mais étrangement, pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas menacé, juste curieux. « Où allons-nous » ai-je demandé doucement. « Dans un endroit où vous pourrez vous sécher, vous réchauffer, et plus important encore. » Il a fait une pause, ses yeux aveugles semblant se fixer sur un point lointain, un endroit où vous pourrez vous rappeler qui vous étiez avant de devenir ce que cet homme voulait que vous soyez. J'ai respiré profondément, inhalant le subtil parfum de santal qui émanait de lui. L'intérieur de la voiture était élégant et confortable, si différent de la froideur à laquelle j'étais habitué. « Pourquoi m'aidez-vous » ai-je demandé, ne comprenant toujours pas ce qui se passait. Il a souri à nouveau, mais cette fois, il y avait une tristesse dans son sourire, comme s'il touchait un souvenir douloureux. Parce que quelqu'un a fait la même chose pour moi il y a de nombreuses années, et parce que je reconnais en vous quelque chose que j'ai été autrefois. La voiture traversait Paris, les réverbères se reflétant dans les flaques d'eau. J'ai observé ce jeune homme qui, malgré sa cécité, semblait voir plus que ceux dotés d'une vision parfaite. Quelque chose en lui irradiait force et dignité. Deux qualités que j'avais perdues il y a bien longtemps. « Vous ne connaissez même pas mon nom » ai-je murmuré. « Pierre » a-t-il simplement répondu. « J'ai entendu le chauffeur vous appeler ainsi. Et je suis Laurent, Laurent Dupont. Et d'après ce que je peux dire, vous venez d'être mis à la porte d'une voiture par votre fils. C'est exact ?» J'ai hoché la tête, puis me suis rendu compte qu'il ne pouvait pas voir mon geste. « Oui ?» ai-je répondu, ressentant à la fois honte et soulagement en verbalisant cette vérité. « Eh bien, je pense que nous avons beaucoup à nous dire, » a-t-il dit. « Mais d'abord, prenons soin de vous. » La voiture a tourné et est entrée par une grille en fer forgé. Alors que nous avancions dans une allée bordée d'arbres, un imposant hôtel particulier est apparu devant nous. Ce n'était pas juste une maison. C'était le symbole d'un autre monde, un monde dont j'avais oublié l'existence, un monde où des jeunes hommes comme Laurent semblaient commander leur propre destin. « Bienvenue chez moi, Pierre », a dit Laurent, tandis qu'Antoine ouvrait la portière de la voiture. Ou devrais-je dire, bienvenue à votre nouveau départ. À ce moment, regardant cette demeure sous la pluie, j'ai senti quelque chose d'étrange naître en moi. Ce n'était pas encore de l'espoir. Non, c'était quelque chose de plus primitif, de plus essentiel. Le sentiment que peut-être, juste peut-être, je n'étais pas complètement perdu après tout. L'hôtel particulier de Laurent était comme entrer dans un autre siècle. Des parquets en bois qui craquaient doucement, des meubles anciens méticuleusement préservés, des tableaux de paysages dans des cadres dorés.
et un silence qui semblait raconter des histoires. Antoine nous a conduits dans une spacieuse pièce où une cheminée allumée créait une atmosphère accueillante, contrastant avec la tempête qui s'intensifiait dehors. Antoine prépare du thé pour nous et apporte des vêtements secs pour Pierre, a ordonné Laurent avec une douceur qui ne diminuait pas son autorité. Il a fait le tour de la pièce avec une familiarité surprenante pour quelqu'un qui ne pouvait pas voir, s'asseyant dans un fauteuil en cuir près de la cheminée. D'un geste délicat, il m'a indiqué que je devrais m'asseoir en face de lui. « Depuis combien de temps vivez-vous comme ça, Pierre ?» a-t-il demandé sans préambule. « Comme quoi ?» ai-je répondu, sachant exactement ce qu'il voulait dire, mais essayant de gagner du temps, effrayé, honteux, diminué. Ces paroles directes m'ont frappé comme une gifle. Personne n'avait jamais nommé ma condition de manière aussi précise. « Je ne suis pas sûr », ai-je confessé. Ce n'était pas d'un seul coup, c'était progressivement, comme de l'eau qui s'infiltre dans un mur. On ne le remarque pas jusqu'à ce que la structure commence à céder. Laurent a hoché la tête comme s'il comprenait parfaitement la métaphore. « Mathieu n'a pas toujours été comme ça », ai-je continué, ressentant le besoin d'expliquer, de justifier. Au début, il était attentionné, protecteur. Il a dit qu'il voulait prendre soin de moi après la mort de sa mère, que je méritais de me reposer, que je n'avais pas besoin de m'inquiéter du travail ou des responsabilités. Et quand cela a-t-il changé ? J'ai réfléchi quelques instants. Je ne sais pas si ça a changé ou si ça s'est juste révélé. Les critiques ont commencé subtilement. « Cette chemise ne te va pas, papa. Tu devrais perdre du poids. Ta façon de parler m'embarrasse quand mes collègues sont là. » Puis sont venues les comparaisons avec d'autres hommes, les silences prolongés quand je disais quelque chose qui lui déplaisait, le contrôle sur mes amitiés, mon emploi du temps, mon argent. J'ai fait une pause, surpris par ma propre éloquence. Depuis combien de temps n'avais-je pas parlé ainsi, sans crainte d'être interrompu ou ridiculisé, et aujourd'hui, il vous a laissé sous la pluie, a complété Laurent, sa voix chargée, non pas de pitié, mais d'une profonde compréhension. À cause d'un médicament sur ordonnance, ai-je ajouté, et la phrase semblait si absurde qu'un rire amer a échappé à mes lèvres. Antoine est revenu avec un plateau, a servi du thé dans des tasses en porcelaine et a placé une pile de vêtements pliés à côté de moi. « Ce sont les miens », a expliqué Laurent. « Je suis grand, il devrait vous aller. » Je l'ai remercié et ai pris la tasse qu'Antoine m'offrait. L'arôme de cannelle et de pommes était réconfortant. J'ai pris une gorgée, sentant la chaleur se répandre dans mon corps tremblant. « Comment avez-vous su ?» ai-je finalement demandé. « Comment avez-vous su qui j'étais, ce qui s'était passé ?» Laurent a souri, ses yeux aveugles fixés sur un point au-delà de moi. « Je vous l'ai déjà dit. Quand on perd un sens, les autres deviennent plus aiguisés. Mais il y a plus. La vie m'a appris à reconnaître les signes, le tremblement dans la voix, la peur du toucher, l'habitude de s'excuser d'exister. Ce sont des marques que nous portons, visibles pour ceux qui ont été au même endroit. » Il a tendu la main et a touché mon visage avec délicatesse. Ses doigts ont tracé mes traits comme s'il lisait une carte. « Beau !» a-t-il murmuré. Et fort, même si vous ne le savez pas encore. Je me suis légèrement éloigné, mal à l'aise avec le compliment. Combien de temps s'était écoulé depuis que quelqu'un m'avait dit quelque chose comme ça? « Je ne me sens pas fort, » ai-je confessé. « Je me sens brisé. »« Brisé, oui. » a-t-il accepté. Mais pas détruit. Il y a une différence cruciale. Ce qui est brisé peut être réparé. Parfois, nous devenons plus forts précisément aux fractures. Antoine est entré à nouveau dans la pièce. « Monsieur Laurent, la chambre d'invité est prête. »« Merci Antoine. »« Pierre, vous devez être épuisé. Pourquoi ne prenez-vous pas une douche chaude et ne vous reposez-vous pas? Demain, nous continuerons notre conversation. » J'étais soudain conscient de la fatigue qui pesait sur moi. J'ai suivi Antoine dans un escalier en bois jusqu'au 2e étage. Il m'a conduit à une spacieuse chambre avec un lit à baldaquin couvert de draps blancs impeccables. « La salle de bain est là », a-t-il indiqué.
Il y a des serviettes propres et tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, tirez simplement sur cette corde. » Je l'ai remercié, et dès qu'il est parti, je me suis effondré sur le lit. La réalité de ce qui s'était passé m'a frappé comme une vague. J'étais dans la maison d'un inconnu. Mathieu serait probablement furieux, et moi, j'étais soulagé. Cette prise de conscience m'effrayait plus que tout. Après une douche chaude, j'ai mis le pyjama que Laurent m'avait prêté. Ils étaient doux et sentaient le santal comme lui. Je me suis assis au bord du lit et ai regardé par la fenêtre. La pluie continuait, mais maintenant elle semblait douce, presque musicale. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans la chambre. Sur la commode, il y avait plusieurs cadres photos, tous retournés. Poussé par la curiosité, je me suis approché et en ai retourné un. La photographie montrait un jeune garçon, peut-être 10 ans, avec un sourire radieux. À ses côtés se tenait un homme grand, avec une expression sévère. Il semblait être à un match de football. J'ai regardé plus attentivement et me suis rendu compte que le garçon était Laurent des années auparavant, avec des yeux voyants pleins de vie. C'était lui avant qu'il ne perde la vue. J'ai examiné une autre photo. Laurent, à nouveau, maintenant adolescent, recevant une sorte de prix. Son sourire était différent, plus retenu, et il y avait quelque chose dans ses yeux. De la peur. J'ai retourné une autre photographie. Laurent avec une fille d'environ 20 ans, probablement sa petite amie ou sa sœur. L'homme n'apparaissait plus sur les photos. Alors que je remettais les cadres dans leur position d'origine, j'ai entendu un bruit dans le couloir. Je suis rapidement retourné au lit. La porte s'est ouverte doucement et Laurent est apparu, sa silhouette découpée contre la lumière du couloir. « Je vois que vous êtes encore éveillé, » a-t-il dit. « Comment l'avez-vous su ? Votre respiration change quand on est allongé. Et vous n'êtes pas allongé, n'est-ce pas ?» J'ai souri, impressionné. Je suis assis sur le lit. Il est entré dans la chambre, sa canne guidant son chemin avec précision. Vous savez, Pierre, cette maison abrite de nombreuses histoires, certaines belles, d'autres douloureuses, comme toutes les vieilles maisons, je suppose. Il s'est assis à côté de moi, le matelas s'enfonçant légèrement sous son poids. J'ai vu les photographies, ai-je confessé, sentant que je devais être honnête. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû fouiner. Ne vous inquiétez pas, en fait, je les ai laissés là exprès. Je voulais que vous les voyiez. Pourquoi ? Il a pris une profonde inspiration avant de répondre. Parce que ce garçon sur les photos était aussi autrefois comme vous, dépendant, contrôlé, diminué petit à petit, jusqu'à ce qu'il croie qu'il n'était rien sans cet homme à ses côtés. Je l'ai regardé avec de nouveaux yeux, essayant d'imaginer comment ce jeune homme fort et confiant pouvait avoir été un jour une version de moi. Que s'est-il passé ? Il m'a aveuglé, a-t-il répondu simplement. La phrase est tombée comme une pierre dans le silence de la pièce. J'ai senti mon sang se glacer. Que voulez-vous dire ? Pas littéralement de ses propres mains, a-t-il expliqué. Mais c'était à cause de lui. Nous nous disputions comme toujours. Il m'a poussé. J'ai heurté ma tête. Le traumatisme a affecté le nerf optique. Les médecins ont dit que la cécité serait temporaire, mais je n'ai jamais retrouvé la vue. J'ai avalé difficilement, horrifié. Et qu'avez-vous fait ? Laurent a souri, un sourire qui contenait toute la force du monde. J'ai découvert que je n'avais pas besoin de mes yeux pour voir la vérité. Et la vérité était que j'étais beaucoup plus que la personne qu'il avait essayé de créer. Le jour où j'ai perdu la vue, j'ai retrouvé ma voix. Il s'est levé, s'appuyant sur sa canne avec élégance. Maintenant, reposez-vous, Pierre. Vous aurez le temps de découvrir votre propre voix. Et qui sait, dans le processus, vous pourriez m'aider à comprendre quelque chose que je cherche depuis longtemps. Et quoi ? Le sens de la liberté, a-t-il répondu, se dirigeant vers la porte. Bonne nuit, Pierre. Puissent vos rêves être plus doux que votre réalité. Après son départ, je me suis allongé et ai tiré les couvertures jusqu'à mon menton. Dehors, la pluie continuait, mais elle ne semblait plus menaçante.
Ce n'était que de l'eau après tout. Et l'eau, comme Laurent l'avait suggéré, pouvait à la fois détruire et nourrir, selon comment on la recevait. J'ai fermé les yeux, pensant aux photographies retournées, et à la façon dont parfois nous devons perdre quelque chose pour vraiment commencer à voir. Je me suis réveillé au son des oiseaux. Pendant un moment, j'étais désorienté, ne reconnaissant pas la chambre où je me trouvais. Puis les souvenirs de la nuit précédente ont inondé mon esprit. La dispute avec Mathieu, la pluie, Laurent me secourant. Je me suis assis sur le lit, observant la douce lumière du matin filtrant à travers les rideaux en dentelle. Je me suis levé et ai ouvert les rideaux. Le jardin du manoir s'étendait devant moi, exubérant et bien entretenu, avec des buissons de roses, une fontaine centrale et des arbres anciens. C'était un refuge secret au milieu de la ville. J'ai mis les vêtements que Laurent m'avait prêtés, un pantalon beige et une chemise simple, mais en coton fin. Je me suis arrêté devant le miroir et me suis à peine reconnu, pas seulement à cause des vêtements différents, mais à cause de quelque chose dans mon regard, comme si une nuit loin de Mathieu avait déjà commencé à défaire des années de conditionnement. Je suis descendu, guidé par l'arôme de café et de pain frais. J'ai trouvé Laurent dans la salle à manger, assis à table avec élégance, comme s'il pouvait voir chaque détail devant lui. « Bonjour, Pierre », m'a-t-il salué avant même que je n'annonce ma présence. « Comment savez-vous toujours que c'est moi ?» ai-je demandé en m'approchant. « Votre eau de Cologne, votre façon de marcher, chaque personne a une signature unique. Le saviez-vous? Asseyez-vous et prenez un café avec moi. » J'ai obéi, observant la table impeccablement dressée, porcelaine fine, couverts en argent, serviettes en lin. Antoine est apparu avec un plateau et a servi du café dans ma tasse. « Avez-vous bien dormi ?» a demandé Laurent. « Oui, merci, mieux que je ne l'ai fait depuis longtemps. » Je l'imaginais. Parfois, un espace sûr est tout ce dont nous avons besoin pour enfin nous reposer. Nous avons bu notre café en silence pendant quelques minutes. Il y avait quelque chose de réconfortant dans ce silence partagé, si différent des silences tendus auxquels j'étais habitué. « Vous devez vous demander pourquoi je vous ai amené ici, » a finalement dit Laurent. Je l'avoue. Laurent a posé sa tasse délicatement. Il y a de nombreuses années, quand j'ai perdu la vue, quelqu'un est apparu dans ma vie. Une femme qui, tout comme je l'ai fait avec vous hier, m'a secouru quand j'étais sur le point d'abandonner. Elle m'a appris que notre plus grande force réside précisément dans nos vulnérabilités. Je me suis promis que si je trouvais un jour quelqu'un dans la même situation, je ferais de même. Il a fait une pause, passant ses doigts le long du bord de la table, comme s'il en vérifiait la propreté. « Mais il y a plus », a-t-il continué. « Hier soir, quand je me préparais pour le lit, j'ai eu un pressentiment. Quelque chose me dit que vous n'êtes pas ici par accident, Pierre. Rien ne se produit par accident. » Il y avait une intensité dans sa voix qui me mettait mal à l'aise. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire que peut-être avez-vous autant à m'apprendre que moi à vous. » Avant que je ne puisse l'interroger davantage, Laurent s'est levé. « Allons nous promener dans le jardin. La journée est trop belle pour rester à l'intérieur. » Nous sommes sortis dans le jardin. L'air était frais après la pluie de la nuit précédente, portant le parfum des fleurs. Laurent marchait avec assurance, sa canne étant simplement un complément à une connaissance interne de l'espace. J'ai remarqué qu'il savait exactement où se trouvait chaque buisson, chaque chemin, chaque obstacle. « Comment vous déplacez-vous si bien ?» ai-je demandé. « La pratique et la mémoire, je connais chaque centimètre de ce jardin. C'est la première chose que j'ai apprise à faire seul après avoir perdu la vue. Marcher dans mon propre jardin sans l'aide de personne. » Nous sommes arrivés à un banc en pierre près de la fontaine. Le son de l'eau créait une mélodie relaxante. « Asseyez-vous » m'a-t-il invité. Nous nous sommes assis côte à côte, le soleil chaud du matin réchauffant nos visages. « Pierre, que faisiez-vous avant Mathieu? Qui étiez-vous » La question m'a pris par surprise. Cela faisait si longtemps que je ne m'étais pas considéré comme une personne séparée de lui. « J'étais architecte », ai-je répondu, le souvenir émergeant difficilement comme si je devais creuser profondément pour le trouver.
Je concevais de petits projets communautaires, des bibliothèques, des écoles. Et vous aimiez ça? Je l'adorais. J'aimais voir les visages des personnes qui utiliseraient les espaces que je créais, imaginer comment ces bâtiments deviendraient une partie de leur vie, de leurs souvenirs. J'ai souri à ce souvenir, sentant une chaleur dans ma poitrine que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Pourquoi avez-vous arrêté? Mon sourire a disparu. Mathieu pensait que ça ne valait pas l'effort pour le peu que je gagnais après la mort de sa mère. Il a dit qu'il pouvait nous soutenir tous les deux seuls, que je méritais de me reposer à mon âge. Au début, cela semblait être un geste d'amour. Et ensuite, j'ai réalisé que c'était du contrôle. Sans mon propre argent, sans mon indépendance, j'étais piégé. Mais à ce moment-là, j'avais déjà perdu le contact avec mes collègues, la confiance en moi. J'ai senti des larmes se former, mais je ne les ai pas laissées tomber. J'étais fatigué de pleurer. Vous savez ce qui est le plus triste? Ai-je continué. Je ne sais même pas si je me souviens encore comment concevoir. Il semble que cet homme passionné d'architecture soit mort quelque part au cours de ces 15 dernières années. Laurent a légèrement touché ma main. Rien de ce qui est vraiment à nous ne peut être complètement perdu, a-t-il dit. C'est juste endormi, attendant que vous le réveilliez à nouveau. Nous sommes restés silencieux pendant quelques instants, écoutant simplement les oiseaux chanter et le murmure de la fontaine. Laurent, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Qu'est-il arrivé à votre père après l'accident? Son visage s'est légèrement durci. Richard a continué sa vie. Pendant un moment, il a essayé de prétendre que rien n'avait changé, qu'il était toujours le père dévoué, prenant soin de son fils handicapé. C'était le rôle qui lui convenait aux yeux de la société. Il a fait une pause, son expression intense. Mais j'avais changé. La cécité m'a donné une vision que je n'avais jamais eue auparavant. J'ai commencé à le défier, à refuser son contrôle, à exiger mon espace. Cela l'a rendu furieux. L'agression verbale s'est intensifiée. Le contrôle est devenu plus sévère jusqu'à ce qu'un jour, je prenne une décision. Laquelle? J'ai quitté la maison à 18 ans. La simplicité de la phrase ne diminuait pas sa puissance. Pour un jeune homme aveugle, quitter la maison et tracer sa propre voie n'était pas seulement une séparation. C'était une révolution personnelle. Comment avez-vous fait? Avec beaucoup de peur, a-t-il admis, mais aussi avec beaucoup de détermination. J'ai découvert que j'avais hérité d'un fonds fiduciaire de ma grand-mère que Richard ne pouvait pas toucher. J'ai ouvert un compte secret, planifié chaque détail, puis un jour, pendant qu'il était en voyage d'affaires, je suis simplement parti. Un léger sourire est apparu sur ses lèvres, alors qu'il se souvenait. Quand il est revenu et m'a trouvé parti, il était furieux. Il a menacé, crié, essayé de me retrouver. J'ai appelé la police. C'était un scandale. Bien sûr, la société a adoré le drame. Le pauvre fils aveugle s'échappant de la maison du père. Et vous n'aviez pas peur d'être seul, étant aveugle? J'étais terrifié, a-t-il confessé, mais j'ai découvert quelque chose d'important. La peur de la solitude était moins grande que la peur de continuer à vivre cette vie d'ombre. Et avec le temps, j'ai appris qu'être seul ne signifie pas être solitaire. J'ai engagé Antoine, construit mon propre cercle d'amis, redécouvert ma passion pour la musique, commencé à soutenir des causes sociales. Il s'est tourné vers moi, ses yeux aveugles semblant se fixer sur quelque chose au-delà de moi. La vraie cécité, Pierre, n'est pas l'absence de vue, c'est l'incapacité à voir sa propre valeur. Ces mots m'ont touché profondément. Depuis combien de temps étais-je aveugle de cette façon? Et maintenant, ai-je demandé, que dois-je faire? Vous avez déjà commencé à le faire, a-t-il répondu. Cela commence par une simple question. Qui est Pierre sans Mathieu? J'ai avalé difficilement. Je ne connaissais pas la réponse. J'avais été le père de Mathieu pendant si longtemps que j'avais oublié comment être simplement Pierre. Je ne sais pas, ai-je admis. Alors c'est la première étape, vous redécouvrir vous-même.
et je vais vous proposer un exercice pour commencer. » Il s'est levé, me tendant la main. « Allons à la bibliothèque. Je veux que vous me montriez un croquis, un plan, n'importe quoi qui a touché votre cœur quand vous vous souveniez encore qui vous étiez. » Nous nous sommes dirigés vers la maison et il m'a guidé vers une impressionnante bibliothèque. Des étagères du sol au plafond remplies de livres, certains si vieux que leur dos était usé par le temps. « Il y a une table à dessin dans le coin, » a-t-il indiqué. Je me suis dirigé vers l'élégante table à dessin antique, ressentant une bouffée d'émotion. Combien de temps s'était écoulé depuis que je m'étais tenu devant une telle table? J'ai passé mes doigts sur la surface lisse. « Il y a du papier dans le tiroir et des crayons, » a dit Laurent comme s'il pouvait sentir mon hésitation. « Commencez par quelque chose de simple, peut-être le plan d'un espace que vous aimez. » J'ai sorti une feuille de papier et un crayon. Ma main a hésité au-dessus de la page, tremblant légèrement. Et si j'avais complètement perdu cette compétence? « Ne réfléchissez pas, » a conseillé Laurent de l'autre côté de la pièce. « Laissez simplement votre main se souvenir. » J'ai fermé les yeux un instant, puis j'ai commencé à dessiner. Les premières lignes étaient hésitantes, maladroites, mais lentement, comme se réveillant d'un long sommeil. Ma main a commencé à bouger avec plus d'assurance. Le contour d'une petite bibliothèque communautaire que j'avais conçue au début de ma carrière a commencé à prendre forme. Tandis que je dessinais, j'expliquais à Laurent ce que je créais, décrivant les espaces, la lumière, la circulation. Ma voix, initialement incertaine, a gagné en force avec chaque mot. Quand j'ai finalement arrêté, il y avait un plan complet devant moi, pas parfait, mais reconnaissable, fonctionnel, le mien. « Vous voyez, » a dit doucement Laurent, « c'est toujours là. L'architecte, le créateur, l'homme qui existait avant d'être simplement le père de quelqu'un ou un fardeau. » À ce moment, mon téléphone, qu'Antoine avait récupéré de mon manteau, a sonné. C'était Mathieu. Mon cœur s'est accéléré, comme si j'avais été pris en flagrant délit de transgression. Ce réflexe conditionné révélait à quel point mon emprisonnement était profond. « Vous n'êtes pas obligé de répondre si vous ne le souhaitez pas, » a dit doucement Laurent. « Je ne sais pas quoi lui dire, » ai-je confessé. « Alors ne dites rien. Pas maintenant. D'abord, trouvez votre propre voix. Ensuite, si vous voulez, utilisez-la pour lui parler. » J'ai laissé le téléphone sonner jusqu'à ce qu'il devienne silencieux. Un sentiment étrange m'a envahi, la culpabilité mêlée à un soupçon de liberté. Laurent semblait sentir ma confusion. « Le sentiment de culpabilité, » a-t-il expliqué comme s'il lisait mes pensées, « est la dernière chaîne qui nous lie. C'est leur voix en nous qui nous dit que nous n'avons pas droit à notre propre vie. » J'ai passé le reste de la journée avec Laurent, écoutant ses histoires, découvrant les recoins du manoir qu'il naviguait avec une telle familiarité. Le soir après le dîner, il m'a emmené dans une pièce spéciale, sa salle de musique. Un piano à queue occupait le centre de l'espace, brillant sous la douce lumière des lampes. « Je joue un peu chaque soir, » a-t-il dit, s'asseyant sur le banc. « La musique m'aide à ordonner mes pensées. » Ses doigts ont glissé sur les touches avec une précision impressionnante, créant une mélodie mélancolique et belle. J'ai fermé les yeux, laissant la musique m'envelopper. « Vous savez ce que j'ai appris, Pierre ?» a-t-il dit sans s'arrêter de jouer. « Que chaque note a besoin de silence entre elles pour avoir du sens. La même chose arrive dans la vie. Parfois, nous avons besoin de silence pour entendre notre propre mélodie. Je me suis endormi cette nuit-là, bercé par des pensées sur les silences, les oppressifs que je vivais avec Mathieu et les nourrissants que j'expérimentais maintenant avec Laurent. Le lendemain matin, Laurent a proposé un exercice déconcertant. « Je veux que vous marchiez les yeux bandés, » a-t-il dit pendant le petit déjeuner. « Pourquoi ? » Pour apprendre à faire confiance à vos autres sens, pour comprendre que voir n'est pas seulement une question d'yeux. À contre-cœur, j'ai permis qu'il attache un foulard en soie autour de mes yeux. L'obscurité soudaine m'a désorienté. « Maintenant, tenez mon bras, » a-t-il instruit. « Nous allons faire une promenade dans le jardin. » Ce fut une expérience transformatrice. Privé de la vue, j'ai réalisé combien j'en dépendais pour interpréter le monde.
Les sons se sont intensifiés. Le bruissement des feuilles, le bourdonnement des abeilles, le tintement distant d'une cloche. Les odeurs ont acquis de nouvelles dimensions. Le parfum des roses, la terre humide, l'arôme du pain venant de la cuisine. Mes pieds ont senti les différentes textures du chemin, pierre, herbe, bois. Comment est-ce possible, ai-je demandé, étonné par la richesse des sensations. Le monde est bien plus que ce que nous voyons, a répondu Laurent. Quand nous dépendons uniquement de nos yeux, nous perdons la moitié de l'expérience. Après une heure d'exploration, il a retiré le bandeau. Les couleurs semblaient plus vives, les contours plus nets. J'ai regardé Laurent avec une admiration renouvelée. « Merci », ai-je murmuré. « Ne me remerciez pas encore », a-t-il dit avec un sourire énigmatique. « Votre voyage vient juste de commencer. » Dans les jours qui ont suivi, Mathieu a continué d'appeler de plus en plus furieux. Finalement, avec l'encouragement de Laurent, j'ai répondu « Où diable es-tu » a-t-il crié sans préambule. « Dans un endroit sûr », ai-je répondu, surpris par la fermeté de ma voix. « Rentre à la maison maintenant, c'est ridicule, papa. »« As-tu la moindre idée de ce que tu fais ?»« Oui, » ai-je répondu simplement. « Je respire pour la première fois depuis des années. » Il y a eu un silence étonné à l'autre bout de la ligne. « Tu as bu ? Tu es sous drogue ? Qui est là avec toi ? » Personne ne me manipule, Mathieu. Pour la première fois, je pense par moi-même. C'est ce gamin aveugle, n'est-ce pas? Je t'ai vu monter dans sa voiture. Que veut-il de toi? De l'argent? J'ai senti une vague de colère monter dans ma poitrine. Il ne veut rien d'autre que m'aider à voir ce que je suis devenu à cause de toi. À cause de moi? Il a ri amèrement. Je t'ai tout donné. Une maison, du confort, de la protection, et c'est ainsi que tu me remercies. Tu ne m'as rien donné, ai-je répliqué, les mots sortant comme s'ils avaient leur propre vie. Tu as juste échangé ma liberté contre une cage dorée. Et moi, comme un imbécile, j'ai pensé que c'était de l'amour. Tu es devenu fou, a-t-il dit, sa voix maintenant basse et menaçante. Si tu ne rentres pas à la maison aujourd'hui, j'appellerai la police. Je dirai que cet homme te retient contre ta volonté. Il te fait ça, ai-je défié. Ce sera intéressant d'expliquer aux autorités pourquoi tu m'as abandonné sous la pluie. Il est resté silencieux, et j'ai réalisé que j'avais touché un point sensible. Mathieu s'était toujours inquiété de son image publique, de ce que les autres penseraient de lui. Papa, sa voix était maintenant suppliante. Une autre tactique que je connaissais bien. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. J'ai perdu la tête. J'étais stressé par le travail. Tu sais comment c'est. Oublions tout ça. Oui, rentre à la maison. Je m'inquiète pour toi. Pendant un moment, j'ai senti la vieille culpabilité émerger, la vieille impulsion d'apaiser, de prioriser ses sentiments par rapport aux miens. Mais alors je me suis rappelé les mots de Laurent. La culpabilité est la dernière chaîne. Non, Mathieu, ai-je dit avec un calme que je ne me connaissais pas. Je ne reviens pas maintenant. J'ai besoin de temps. Du temps pourquoi? Du temps pour me rappeler qui je suis. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, d'adrénaline, de pouvoir. Laurent était assis dans le jardin quand je suis revenu, son visage tourné vers le soleil comme s'il pouvait en absorber la lumière. « Comment ça s'est passé ?» a-t-il demandé. « Libérateur, ai-je répondu, encore surpris par mon propre courage. Il a souri, satisfait. « Ce soir, a-t-il dit, je veux vous montrer quelque chose de spécial. » J'ai passé le reste de la journée dans un état d'excitation nerveuse, anticipant ce que Laurent voudrait me montrer. Le soir, après le dîner, il m'a emmené au 3e étage du manoir, dans une zone que je n'avais pas encore explorée. C'était le studio de mon grand-père, a-t-il expliqué en ouvrant une lourde porte en bois. Il était architecte comme vous. L'espace était grand avec des fenêtres du sol au plafond qui reflétaient maintenant l'obscurité de la nuit. Plusieurs tables à dessin étaient éparpillées autour de la pièce, couvertes de draps. Les murs affichaient des plans et des croquis dans divers styles, maisons, bâtiments publics,
espaces commerciaux. Comment savez-vous ce qu'il y a dans les dessins? Ai-je demandé. Je veux dire, puisque, depuis que j'ai perdu la vue, ai-je complété embarrassé. Je les ai mémorisés avant, et pour les nouveaux, j'ai demandé à Antoine ou aux visiteurs de me les décrire. L'architecture, comme la vie, n'a pas besoin d'être vue pour être ressentie. Il s'est dirigé vers l'une des tables à dessin et a retiré le drap qui la couvrait. C'était un design pour un centre communautaire avec un style propre et élégant qui semblait à la fois moderne et intemporel. Mon grand-père a conçu ceci peu avant sa mort, a-t-il expliqué. Il disait avoir capté quelque chose que peu de bâtiments réussissent à atteindre, un équilibre parfait entre la beauté et la fonctionnalité, entre le personnel et le communautaire. À l'époque, je ne comprenais pas. Maintenant, je sais qu'il voyait le bâtiment non pas comme une structure, mais comme un cadre pour la connexion humaine. Il a fait courir ses doigts sur le plan comme s'il pouvait lire le design par le toucher. Pierre, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes entrent dans notre vie exactement au moment où nous en avons besoin? Une coïncidence? Ai-je suggéré. Il a souri, secouant la tête. Je ne crois pas aux coïncidences. Je crois aux modèles, aux cycles, aux connexions invisibles. Il s'est tourné vers une autre table à dessin et a retiré le drap. Le plan révélé m'a coupé le souffle. C'était un design pour une bibliothèque publique qui ressemblait remarquablement au croquis que j'avais réalisé des décennies auparavant. Qui a conçu ceci? Ai-je demandé, m'approchant pour l'examiner de plus près. Mon grand-père, Martin Dupont, conçu en 1972. J'ai regardé du plan à Laurent, confus. La similitude était frappante, même si je n'avais jamais vu ce design auparavant. La ressemblance avec votre propre style est remarquable, n'est-ce pas? A-t-il dit. C'est ce que j'ai pensé quand Antoine m'a décrit votre croquis hier. C'est pourquoi j'étais sûr que ce n'était pas une coïncidence que vous soyez à cet arrêt de bus cette nuit précise. Un frisson a parcouru mon dos. Que voulez-vous dire? Laurent s'est approché, touchant mon visage doucement. Je veux dire que certaines âmes se rencontrent plus d'une fois, Pierre. Que certains cycles ont besoin d'être brisés par différentes générations jusqu'à ce que la leçon soit apprise. J'ai regardé à nouveau le plan. Le design semblait me parler à travers le temps, transmettant un message que je ne pouvais pas entièrement déchiffrer. Mon grand-père, a continué Laurent, vivait à une époque où l'on attendait des hommes qu'ils sacrifient tout pour la réussite, y compris leur famille. Il a souffert en silence comme tant d'autres, mais contrairement à la plupart, il a laissé un héritage. Laurent s'est dirigé vers une petite armoire et a ouvert un tiroir. De là, il a sorti un vieux livre relié en cuir, son journal, a-t-il expliqué, écrit dans un code pour que ses collègues ne puissent pas le lire. Il l'a confié à ma mère, qui me l'a transmis. Maintenant, je veux que vous le lisiez. J'ai pris le livre avec révérence. Pourquoi moi? Laurent a souri, ses yeux aveugles fixés sur un point au-delà de moi, parce que certaines histoires ont besoin d'être connues pour qu'elles ne se répètent pas, et parce que vous, Pierre, comme moi, comme mon grand-père, êtes à un carrefour. Le chemin que vous choisirez n'affectera pas seulement votre vie, mais celle de nombreux autres qui viendront après vous. J'ai quitté le studio avec le journal dans mes mains, ressentant son poids, non seulement physique, mais symbolique. Cette nuit-là, à la lumière de la lampe de chevet, j'ai commencé à lire les mots d'un homme qui avait vécu près d'un demi-siècle avant moi, mais dont la douleur et les espoirs faisaient écho aux miens avec une précision effrayante. Le lendemain matin, quand je suis descendu pour le petit déjeuner, j'ai trouvé Laurent déjà à table, comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression, une tension subtile qui ne correspondait pas à sa sérénité habituelle. Quelque chose s'est passé, ai-je demandé. Mathieu était ici, a-t-il répondu directement. J'ai senti mon corps se figer. Quand? Comment a-t-il trouvé cet endroit? Aujourd'hui, aux premières heures. Et quant à comment, j'imagine qu'il a suivi votre téléphone ou a enquêté sur qui j'étais. Que voulait-il? Que pensez-vous qu'il voulait?
Vous récupérez. Il a dit que je vous empoisonnais contre lui, que c'était un enlèvement, qu'il appellerait la police. J'ai ressenti une vague de panique. Et qu'avez-vous dit? Laurent a souri, un sourire qui contenait une force que je commençais seulement à comprendre. Je lui ai dit que vous êtes un homme adulte qui a pris une décision, que ma maison vous est ouverte aussi longtemps que vous en aurez besoin, et que s'il essayait de vous forcer à faire quoi que ce soit, il devrait faire face non seulement aux conséquences légales, mais aussi à mon influence sociale considérable. Il est parti? Oui, mais je ne pense pas qu'il ait abandonné. Les hommes comme Mathieu n'abandonnent pas facilement ce qu'ils considèrent comme leur propriété. J'ai baissé la tête, ressentant le poids familier de la culpabilité. Je suis désolé de l'avoir amené ici, de vous avoir impliqué dans tout ça. Laurent a tendu sa main à travers la table, trouvant la mienne avec une précision impressionnante. Ne vous excusez jamais de chercher votre liberté, Pierre, jamais. J'ai serré sa main, ressentant une gratitude que les mots ne pouvaient pas exprimer. Que dois-je faire maintenant? Ai-je demandé. Continuez ce que vous avez commencé. Avez-vous lu le journal de mon grand-père? Bon, j'ai commencé. C'est troublant de voir à quel point ces mots pourraient être les miens. Laurent a hoché la tête. L'oppression a de nombreux visages, mais la même essence. Ce dont nous avons besoin, c'est... Il a été interrompu par le son de la sonnette. Antoine est entré dans la salle à manger, son expression préoccupée. « Monsieur Laurent, c'est lui à nouveau, et cette fois, il a amené un officier de police. » Le temps semblait se figer. L'officier de police était un homme d'âge moyen, avec une expression fatiguée, clairement mal à l'aise avec la situation. Mathieu était à ses côtés, affichant cette expression de sincère préoccupation qu'il réservait aux occasions publiques. Le masque qui m'avait trompé tant de fois. « Papa, Dieu merci !» s'est-il exclamé en me voyant, ouvrant ses bras comme s'il attendait une étreinte. J'étais tellement inquiet. Je n'ai pas bougé. L'officier a regardé de moi à Mathieu, puis à Laurent, qui restait serein dans sa chaise. « Monsieur, s'est-il adressé à moi, votre fils est préoccupé. Il dit que vous avez disparu il y a des jours sans explication. » Avant que je ne puisse répondre, Mathieu est intervenu. « Il ne va pas bien, agent. Il a des épisodes. Il était très émotif quand il a quitté la maison. Ce monsieur, il a pointé vers Laurent, a profité de la situation. » J'ai senti une vague d'indignation monter dans ma poitrine. C'était toujours comme ça, Mathieu, réécrivant le récit, me transformant en l'homme instable, fou, fragile, qui avait besoin de protection. Ce n'est pas vrai, ai-je dit avec une fermeté qui semblait surprendre tout le monde, moi y compris. Il m'a mis dehors de la voiture pendant un orage, me laissant seul, sans argent et sans téléphone portable, parce que j'avais oublié d'aller chercher l'ordonnance de sa femme. Et il l'a déjà fait avant. L'officier a froncé les sourcils, regardant Mathieu. « Est-ce vrai, monsieur ?» Mathieu a ri nerveusement. « Bien sûr que non. Nous avons eu une dispute, oui, mais il est sorti de la voiture de lui-même. Il était hystérique. Vous savez comment les personnes âgées peuvent être. Quand je suis retourné le chercher, il avait déjà disparu. »« Agent, » est intervenu Laurent, sa voix calme et contrôlée. « Je peux vous assurer que Monsieur Moreau est ici de son plein gré. Il est mon invité et peut rester aussi longtemps qu'il le souhaite. »« Il manipule mon père, » a insisté Mathieu, lui remplissant la tête d'idées absurdes. L'officier semblait de plus en plus mal à l'aise. « Monsieur, » s'est-il adressé à moi à nouveau, « êtes-vous retenu ici contre votre volonté ?»« Non, » ai-je répondu fermement. « Je suis ici parce que j'ai choisi de l'être. Je suis un adulte, pas un otage. Vous voyez, » s'est exclamé Mathieu, son sang-froid commençant à se fissurer. Il ne parlerait jamais comme ça normalement. Il est influencé. Quelque chose s'est brisé en moi. Tant d'années à être réduit au silence, tant d'années à être décrit par lui aux autres, tant d'années sans ma propre voix. La seule personne qui m'a influencé pendant des décennies, c'était toi, Mathieu. Ai-je dit, chaque mot chargé d'une vérité longtemps réprimée, me convainquant que j'étais incompétent, que j'avais besoin de ta protection, que je n'étais rien sans toi. Mathieu a pâli.
L'officier a regardé de l'un à l'autre, sentant clairement qu'il y avait plus dans cette histoire qu'un simple désaccord domestique. « Monsieur, avez-vous des accusations formelles contre votre fils ?» a-t-il demandé. J'ai hésité. Abus émotionnels, contrôle coercitif, isolement, gaslighting. J'avais appris ces termes seulement au cours des derniers jours, en lisant des livres dans la bibliothèque de Laurent. Des termes pour nommer ce que j'avais vécu pendant 15 ans. Non, pas à ce moment, ai-je répondu. Je veux juste de l'espace, du temps pour réfléchir. L'officier a hoché la tête. Monsieur, s'est-il adressé à Mathieu, il semble que votre père soit ici par son propre choix. Aucun crime n'est commis. Ah, c'est ridicule, a explosé Mathieu, sa façade de fils concerné s'effondrant complètement. C'est mon père. Il n'est pas votre propriété, a répliqué l'officier fermement. À moins qu'il n'y ait des preuves de crime ou de danger, je ne peux pas le forcer à partir avec vous. Mathieu m'a regardé, ses yeux maintenant froids comme de la glace. Tu regretteras ça, papa, a-t-il dit doucement, presque un murmure. Ne sans moi, tu n'es rien. Laurent, qui jusqu'alors avait observé la scène en silence, s'est levé, s'appuyant sur sa canne. Je pense qu'il est temps pour vous de partir, monsieur. Ma maison, ma propriété, mes règles. Il y avait une telle autorité dans sa voix que même Mathieu a hésité. Ce n'est pas fini, a-t-il dit avant de se retourner et de partir, claquant la porte avec force. L'officier est resté un moment. Monsieur, a-t-il dit doucement, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à appeler le commissariat. Après son départ, je me suis effondré dans la chaise, tremblant. Laurent s'est approché, posant sa main sur mon épaule. « Vous avez été brave, a-t-il dit. « Je ne me sens pas brave, ai-je confessé. Je me sens terrifié. Le courage n'est pas l'absence de peur, Pierre, c'est agir malgré elle. » Cet après-midi, alors que j'étais dans la bibliothèque essayant de me distraire avec un livre, Antoine est entré avec une expression préoccupée. « Monsieur Pierre, il y a un homme à la porte qui vous demande. Dit qu'il est votre frère. » Mon cœur s'est accéléré. Je n'avais pas parlé à Robert depuis des années, une autre relation que Mathieu avait réussi à détruire, me convainquant que mon frère ne m'approchait que par intérêt financier. « Vous pouvez le laisser entrer, » ai-je répondu nerveusement. Robert est entré avec hésitation, paraissant plus vieux que ses 69 ans. Ses yeux, si semblables aux miens, étaient chargés d'inquiétude. « Pierre, » a-t-il dit, la voix étouffée. « Robert, combien de temps ?» Je me suis levé, incertain de ma réaction. Une partie de moi voulait le serrer dans mes bras, l'autre était méfiante. Mathieu avait planté tellement de graines de méfiance dans mon esprit. « Comment m'as-tu trouvé ?» ai-je demandé. Mathieu m'a appelé, dit que tu étais en danger, que tu avais été manipulé par un homme riche et excentrique aveugle. Bien sûr, Mathieu, incapable d'obtenir ce qu'il voulait par la force, essayait maintenant une autre approche, utilisant mon frère comme émissaire. Et tu l'as cru ? Robert a haussé les épaules. Pas entièrement. C'est pourquoi je suis venu voir par moi-même. Nous sommes restés silencieux un moment. Des années de distance créant un gouffre entre nous. « Je vais bien, Robert », ai-je finalement dit. Mieux que je ne l'ai été depuis des années, en fait. Mathieu dit que tu l'as quitté. Ce n'était pas tout à fait comme ça. Il m'a mis à la porte de la voiture pendant un orage. Laurent m'a trouvé et m'a offert un abri. Laurent, le propriétaire de cette maison? Oui, il a été une lumière au bout d'un tunnel très sombre. Il s'est approché, examinant mon visage. « Tu as l'air différent, Pierre ? Plus comme toi-même. » J'ai souri, surpris par sa perception. C'est ce que je ressens, comme si je me réveillais d'un long rêve ou cauchemar. Mathieu dit qu'il t'a lavé le cerveau, qu'il te manipule dans un but sinistre. J'ai ri. L'idée était si absurde. La seule personne qui a manipulé mon esprit pendant des décennies était ton cher neveu. Robert avait l'air mal à l'aise. Il n'a jamais été ma personne préférée, Pierre. C'est lui qui nous a séparés. Tu sais, il inventait des histoires, disait que tu avais mal parlé de moi, que j'essayais de t'extorquer.
Et pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai essayé plusieurs fois, mais tu le croyais toujours, toujours. J'ai ressenti une vague de honte. C'était vrai. Mathieu était devenu mon filtre de la réalité, la lentille à travers laquelle j'interprétais le monde. Je suis désolé, ai-je murmuré. Robert a souri tristement. Ce n'est pas ta faute. Il est persuasif. C'est plus que ça, ai-je répliqué. Il est calculateur, systématique. Il savait exactement comment m'isoler, comment me faire dépendre de lui pour tout, même pour ma propre identité. Mon frère a fait un pas en avant, hésitant, puis m'a serré dans ses bras. Le contact physique, la chaleur familière a brisé quelque chose en moi. J'ai pleuré dans ses bras comme je n'avais pas pleuré depuis des années. Je suis là maintenant, a-t-il dit doucement. Et il semble que tu aies trouvé de l'aide. Lorsque nous nous sommes séparés, Laurent était à la porte, Antoine à ses côtés. Je m'excuse pour l'intrusion, a-t-il dit. J'ai entendu des voix et j'étais inquiet. Laurent, c'est mon frère. Robert, je les ai présentés. Laurent a souri, tendant sa main que Robert a serrée respectueusement. C'est un plaisir de rencontrer la famille de Pierre, a-t-il dit. Antoine, peux-tu apporter du thé pour notre invité? Nous avons passé l'après-midi à parler, Robert comblant les lacunes de ses années de distance. J'ai appris qu'il s'était remarié après un divorce difficile, qu'il attendait un petit enfant, qu'il avait pris sa retraite anticipée de son métier d'ingénieur pour voyager à travers le pays en camping-car. De petits détails d'une vie que j'avais complètement manquée, convaincu par Mathieu que mon frère ne se souciait pas de moi. Quand Robert a dit au revoir, promettant de revenir, j'ai ressenti un mélange de joie et de chagrin. Joie de retrouver une connexion perdue, chagrin pour les années gaspillées. La famille est un bien précieux, a commenté Laurent lorsque nous étions seuls. Quelque chose que des hommes comme Mathieu travaillent dur pour nous enlever. Pourquoi, ai-je demandé. Pourquoi font-ils cela? Laurent a soupiré, son visage prenant une expression contemplative. Le pouvoir, a-t-il répondu simplement. Le contrôle. Plus vous êtes isolé, plus il a de pouvoir sur vous. Moins il y a de personnes qui valident votre réalité, plus il est facile pour lui de la déformer. J'ai passé la nuit à réfléchir aux paroles de Laurent et à relire le journal de son grand-père. Martin Dupont avait écrit en 1945 « La pire prison n'est pas faite de barreaux, mais de doutes. Quand il me fait douter de ma propre santé mentale, de mes perceptions, de mes sentiments, il construit des murs plus solides que n'importe quelle prison. » Le lendemain matin, je me suis réveillé déterminé à faire quelque chose que j'avais repoussé. Visiter mon ancienne maison pour récupérer quelques effets personnels. Laurent a insisté pour qu'Antoine m'accompagne. « N'y allez pas seul », a-t-il averti. Les hommes comme Mathieu sont plus dangereux quand ils sentent qu'ils perdent le contrôle. La maison que j'avais partagée avec Mathieu pendant 15 ans semblait plus petite, plus oppressante que dans mes souvenirs. Antoine a attendu dans la voiture pendant que j'utilisais ma clé pour entrer. Le silence m'a accueilli. Mathieu était au travail comme je m'y attendais. J'ai parcouru les pièces avec l'étrange sensation de visiter un musée, d'une vie qui n'était plus la mienne. Des détails que je n'avais jamais remarqués me sautaient aux yeux. Comment il y avait peu d'objets qui reflétaient mes goûts, mes préférences. C'était la maison de Mathieu, décorée pour Mathieu, un espace où je n'existais que comme un accessoire. Je suis allé dans la chambre et ai collecté quelques vêtements, documents, vieilles photographies. En passant devant la table de nuit de Mathieu, j'ai remarqué une enveloppe partiellement cachée sous un livre. Ce n'était pas mon habitude de fouiner, mais quelque chose m'a poussé à regarder. C'étaient des relevés bancaires. Je les ai ouverts, surpris parce que j'ai vu des comptes dont j'ignorais complètement l'existence, d'importantes sommes étant transférées à des noms que je ne reconnaissais pas. Parmi les papiers, j'ai trouvé un contrat pour l'achat d'une maison de vacances à son nom, un investissement dont il n'avait jamais parlé. Alors que j'examinais les documents, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Je me suis figé.
Des pas dans le couloir se rapprochant, la porte de la chambre s'est ouverte, et là se tenait Mathieu, me regardant avec une expression qui mêlait surprise et colère. « Que fais-tu ici » a-t-il demandé, sa voix contrôlée mais tendue. « Je suis venu chercher certaines de mes affaires », ai-je répondu, essayant de rester calme malgré mon cœur qui battait la chamade. Ses yeux se sont posés sur les papiers dans ma main. Son expression s'est assombrie. « Tu m'espionnes maintenant ?» « Non, » ai-je répondu. « J'ai juste trouvé ces documents par hasard. Qui est Jennifer Thompson? Pourquoi lui transfères-tu de l'argent tous les mois ?» Le silence qui a suivi était plus révélateur que n'importe quelle réponse. « Ce ne sont pas tes affaires, » a-t-il finalement dit. « Ce sont mes affaires quand tu caches des biens qui appartiennent à notre famille, » ai-je riposté, surpris par ma propre assurance. Quand tu dis que nous n'avons pas d'argent pour que je voie un spécialiste pour mon arthrite, mais que tu achètes une maison de vacances secrète. Mathieu a avancé, m'arrachant les papiers de la main. Tu ne sais pas de quoi tu parles. J'en sais plus que tu ne penses, ai-je répliqué, faisant un pas en arrière. Laurent m'a aidé à consulter un avocat. Je connais mes droits, Mathieu. Son visage s'est transformé en un masque de colère. Ce gamin aveugle et envahissant ruine tout, s'est-il exclamé. Que veut-il de toi, papa? Pourquoi se soucie-t-il? Il se soucie parce qu'il sait ce que c'est d'être à ma place, parce qu'il reconnaît les signes. Parce que, contrairement à toi, il voit ma valeur en tant qu'être humain, et non comme une propriété. Il a ri, un son froid et calculé. Et tu crois ça? Qu'un étranger, riche et aveugle, t'aide par pure bonté? Ne sois pas naïf, papa. Tout le monde a un motif. Oui, ai-je répondu. Son motif est de briser un cycle, le même cycle que tu as essayé de perpétuer avec moi. Mathieu a fait un autre pas vers moi. Instinctivement, j'ai reculé. « Tu ne survivras pas sans moi », a-t-il dit, sa voix maintenant dangereusement douce. « Qui va s'occuper de toi ? Qui va payer tes factures? Ce gamin aveugle ne sera pas là pour toujours. Je m'occuperai de moi-même, ai-je répondu. Je l'ai toujours pu. Toujours. Tu m'as juste fait croire que je ne pouvais pas. » À ce moment, j'ai entendu des pas dans le couloir. Antoine est apparu à la porte, son regard méfiant fixé sur Mathieu. « Tout va bien, monsieur Pierre ?» a-t-il demandé. « Oui, Antoine, j'ai presque terminé. » Mathieu a regardé de moi à Antoine, réalisant qu'il avait perdu le moment. « Ce n'est pas fini, » a-t-il dit doucement. « Pas pour moi. Tu reviendras en rampant quand tu réaliseras que tu ne peux pas vivre sans moi. » J'ai pris ma valise et ai quitté la pièce, la tête haute malgré le tremblement dans mes jambes. Dans la voiture, j'ai pris une profonde respiration, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade. « A-t-il fait quelque chose ?» a demandé Antoine, inquiet. « Non, » ai-je répondu. « Pas physiquement, du moins. » Nous sommes retournés au manoir de Laurent. Je l'ai trouvé dans le jardin, assis près de la fontaine, son visage tourné vers le soleil. « Comment ça s'est passé ?» a-t-il demandé quand je me suis approché. Je lui ai parlé des documents, de la confrontation avec Mathieu. Il a écouté attentivement, hochant la tête de temps en temps. « Ce n'est pas rare, a-t-il dit quand j'ai terminé. Les hommes comme lui cachent souvent des actifs financiers. Cela fait partie du contrôle. Que dois-je faire maintenant ? Vous avez déjà commencé à le faire, Pierre. Vous vous éduquez, revendiquez vos droits, retrouvez votre autonomie. » Il a fait une pause, pensif. « Vous savez, j'ai toujours cru que le processus de libération a 3 étapes. Premièrement, reconnaître les chaînes. Deuxièmement, trouver la clé. Troisièmement, avoir le courage d'utiliser la clé et de faire le premier pas hors de la prison. J'ai regardé mes mains, maintenant marquées par le temps, mais d'une certaine façon plus fortes qu'elles ne l'avaient jamais été. À quelle étape suis-je ? Ai-je demandé. Il a souri, ce sourire serein qui était devenu mon phare dans les jours sombres. Vous êtes entre la 2e et la 3e étape, Pierre. Vous avez déjà reconnu les chaînes, trouvé la clé, et vous faites vos premiers pas hésitants vers la liberté. La partie la plus difficile est terminée. Maintenant, il s'agit d'avancer.
Cette nuit-là, j'ai fait face à un cauchemar où j'étais de retour dans la maison de Mathieu, essayant de crier, mais incapable de produire un son. Je me suis réveillé en haletant, mon cœur battant sauvagement. La pleine lune illuminait la chambre à travers les rideaux. Je me suis levé, incapable de me rendormir, et suis descendu à la cuisine. À ma surprise, j'ai trouvé Laurent assis à table, une tasse de thé fumante devant lui. « Vous ne pouvez pas dormir non plus ?» a-t-il demandé alors qu'il sentait ma présence. « Comment saviez-vous que c'était moi ? Votre eau de Cologne et votre façon de respirer quand vous êtes troublé. » Je me suis assis en face de lui, une fois de plus émerveillé par sa perception. « Cauchemar ?» a-t-il demandé. « Oui, j'étais de retour avec Mathieu, voulant crier mais sans voix. »« Les cauchemars sont des portes vers nos peurs les plus profondes, » a-t-il dit, prenant une gorgée de thé. « Mais ils peuvent aussi être des occasions de les affronter. » Nous sommes restés silencieux pendant quelques instants, l'horloge de la cuisine marquant les secondes. « Laurent, » ai-je commencé avec hésitation. « Qu'est-il arrivé à votre mère ?» Son expression a subtilement changé. « Pourquoi demandez-vous cela ? Vous avez mentionné que votre grand-père a transmis son journal à votre mère, mais vous ne parlez jamais d'elle, et toutes les photographies sont retournées, face cachée. » Laurent a soupiré, ses doigts traçant le bord de la tasse. « Rebecca a choisi un chemin différent de celui que j'attendais, a-t-il finalement dit. Elle est restée avec Richard après l'accident. Elle ne pouvait pas ou ne voulait pas voir ce qu'il était vraiment. Je pouvais entendre la douleur dans sa voix, ancienne mais toujours présente. Vous ne vous parlez plus ? Rarement. Il la contrôle encore même après toutes ces années. Elle appelle à Noël, à mon anniversaire, de brèves visites, toujours avec lui présent, contrôlant chaque mot. Je suis désolé, ai-je murmuré, imaginant la douleur de voir un être aimé rester piégé dans le même cycle. Je le suis aussi, a-t-il dit avec un sourire triste. Mais j'ai appris que nous ne pouvons pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Chaque personne a son propre temps pour se réveiller, si jamais elle se réveille. Certains cycles ne se brisent jamais, ai-je ajouté. Oui, c'est pourquoi ce que vous faites est si important, Pierre. Chaque cycle brisé ouvre la voie aux autres. Ces mots m'ont profondément touché. Je ne me battais pas seulement pour moi, mais pour tous les hommes et femmes piégés dans des situations similaires, passées, présentes et futures. Merci, ai-je simplement dit, sachant qu'il comprendrait la profondeur de gratitude que je ne pouvais pas exprimer adéquatement. « Ne me remerciez pas encore, » a-t-il répondu. « Votre voyage vient juste de commencer. » Dans les jours qui ont suivi, j'ai continué à lire le journal de Martin Dupont, le grand-père de Laurent. Ces mots écrits il y a près de 80 ans faisaient écho à ma propre expérience d'une manière effrayante. La façon dont son gendre le contrôlait après la mort de sa fille, comment il diminuait ses opinions et sentiments, comment il l'avait convaincu qu'il était incapable de survivre sans son aide. Mais il y avait aussi quelque chose d'inspirant dans ces pages. Martin décrivait de petits actes de rébellion, un journal caché sous le matelas, une amitié secrète avec un collègue, des pensées qu'il gardait protégées dans le sanctuaire de son esprit, où même son gendre ne pouvait pas entrer. Dans un passage particulièrement touchant, il avait écrit « Aujourd'hui, en me regardant dans le miroir, j'ai entrevu un instant l'homme que j'étais autrefois. Libre, courageux, plein de rêves. Il vit toujours en moi, caché sous des couches de peur et de soumission. Peut-être est-il trop tard pour moi, mais je prie pour que ma fille et son fils trouvent la liberté que je n'ai jamais connue. » J'ai pleuré en lisant ces lignes, pensant à la façon dont son souhait s'était partiellement réalisé en Laurent et peut-être d'une manière ou d'une autre aussi en moi, un étranger lié à lui par une chaîne invisible d'expériences partagées. Une semaine après ma visite à la maison de Mathieu, j'ai reçu une enveloppe formelle. C'étaient des papiers de divorce déjà remplis et signés par lui. Une brève note y était jointe. « Papa, tu gagnes. Je garderai mes comptes personnels et la maison de vacances. Tu peux avoir la moitié de la maison principale et 20% des investissements conjoints. J'ai signé ma part.
Maintenant, signe la tienne et finissons-en une fois pour toutes. Mathieu. J'ai montré les documents à Laurent. Il essaie de résoudre cela rapidement avant que vous ne découvriez plus sur ses finances, a-t-il commenté après avoir entendu ma description des papiers. Que devrais-je faire? Ne signez rien sans parler à votre propre avocat, a-t-il conseillé. Il cache probablement plus que vous ne l'imaginez. J'ai suivi son conseil et ai pris rendez-vous avec Maître Bernard, un avocat spécialisé en droit des personnes âgées que Laurent connaissait. Il a confirmé ce que Laurent soupçonnait. La proposition de Mathieu était bien inférieure à ce à quoi j'aurais droit dans un divorce contesté, compte tenu de nos années ensemble et de ses obligations légales en tant que mon fils. Il compte sur votre ignorance et votre désir d'éviter les conflits, a expliqué Maître Bernard, typique dans les cas de relations de contrôle. J'ai décidé de ne pas accepter la proposition de Mathieu. J'ai demandé à l'avocat de préparer une contre-proposition équitable basée sur une réelle division équitable des biens, y compris la transparence sur tous les comptes et propriétés. La réponse de Mathieu a été rapide. Il a appelé furieusement, criant au téléphone. « Tu veux vraiment faire ça, papa? Tu veux traîner notre nom dans la boue dans un processus sale? »« Je veux juste ce qui est juste, Mathieu. » ai-je répondu calmement. La moitié de ce que nous avons construit ensemble. Construit ensemble, a-t-il grogné. J'ai tout construit seul. Tu es juste resté à la maison vivant à mes frais. J'ai travaillé à tes côtés pendant des années au début de l'entreprise, lui ai-je rappelé. Et puis tu as toi-même insisté pour que je prenne ma retraite, et tout le soutien émotionnel, les connexions sociales que j'ai maintenues pour bénéficier à ta carrière, cela ne compte pas? Son silence momentané m'a dit que j'avais touché un point sensible. « Tu as changé », a-t-il finalement dit, sa voix maintenant basse et dangereuse. « Tu n'es pas le papa que je connaissais. »« Tu as raison », ai-je accepté. « Je ne suis plus cette personne, et j'en remercie Dieu chaque jour. » J'ai raccroché, réalisant que pour la première fois, j'avais terminé une conversation avec Mathieu selon mes conditions. Quand j'ai raconté cela à Laurent, il a souri. « Je savais que vous trouveriez finalement votre voie », a-t-il dit. Maintenant, il va essayer d'autres tactiques. Soyez préparés. Il avait raison. Dans les jours qui ont suivi, Mathieu a alterné entre menaces voilées et supplications émotionnelles. Il a essayé d'utiliser des amis communs pour me convaincre d'être raisonnable. Il a même envoyé un énorme bouquet de fleurs avec une carte demandant pardon. C'est le cycle classique, a expliqué Laurent lorsque je lui ai décrit ses actions. D'abord la colère, puis la manipulation, puis les promesses vides. Quand rien de cela ne fonctionne, ils reviennent à la colère et le cycle recommence. Un après-midi, alors que je lisais dans le jardin, Laurent s'est approché, accompagné d'un jeune homme. Il semblait avoir une trentaine d'années, avec des yeux tristes et un comportement qui me rappelait quelqu'un que j'avais déjà vu. « Pierre, voici Ben », a présenté Laurent. « Ben, voici Pierre, dont je vous ai parlé. » L'homme m'a salué timidement. Il y avait quelque chose de familier chez lui que je n'arrivais pas tout à fait à situer. « Ben est venu me voir il y a quelques jours », a expliqué Laurent. Il traverse une situation similaire à la vôtre. Pendant le thé, Ben a raconté son histoire, vivant avec un frère émotionnellement abusif qui l'isolait progressivement de ses amis, contrôlait ses finances et minait sa confiance en lui par des critiques constantes et des manipulations émotionnelles. « Je ne sais pas quoi faire », a-t-il confessé, des larmes coulant sur son visage. « J'ai peur de partir et peur de rester. » Je me suis retrouvé à parler avec une autorité que je ne me connaissais pas, partageant des idées que j'avais acquises au cours des dernières semaines. « La peur est normale », lui ai-je dit. « Elle fait partie du processus, mais la liberté qui vient après vaut chaque moment de terreur. » Ben m'a regardé avec un espoir renouvelé. « Comment avez-vous su que vous étiez prêt ?» a-t-il demandé. « Je ne le savais pas », ai-je répondu honnêtement. Je savais juste que je ne pouvais pas continuer comme j'étais, et j'ai eu la chance de trouver Laurent quand j'en avais le plus besoin.
Laurent a souri, ses yeux aveugles fixés sur un point au-delà de nous. « Ce n'était pas de la chance, a-t-il dit. C'était le destin tissant sa toile. » Après le départ de Ben, Laurent est resté dans le jardin avec moi. « Vous vous êtes bien débrouillé avec lui, a-t-il commenté. Merci, c'était étrange de me voir en lui, comme si je regardais un miroir du passé. C'est précisément ça, a accepté Laurent. Et peut-être que c'est le véritable objectif de tout ceci, pas seulement votre libération, mais la chance d'aider d'autres à se libérer aussi. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'un long couloir sombre, parsemé de miroirs. Dans chacun, je voyais un homme différent. Certains du passé comme Martin, d'autres du présent comme Ben, et certains qui semblaient appartenir à un futur pas encore écrit. Tous me regardaient avec les mêmes yeux, mes yeux, implorant quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait comprendre. Je me suis réveillé avec un étrange sentiment de but et de connexion, comme si d'une manière ou d'une autre, ma lutte personnelle n'était qu'un fil dans une tapisserie beaucoup plus grande. Pendant le petit déjeuner, j'ai commenté le rêve avec Laurent. Les rêves nous montrent souvent des vérités que l'esprit conscient n'est pas encore prêt à accepter, a-t-il dit. Peut-être que le vôtre essaie de vous montrer que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Un mouvement qui, à travers les générations, a lutté pour briser les cycles d'abus et de contrôle. Comme votre grand-père, ai-je observé. Comme mon grand-père, comme moi, comme vous, comme Ben, et comme tant d'autres, dont la force a été diminuée, mais jamais complètement éteinte. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à Les Conseils de Papy et partagez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la case à gauche. It spawns me all the way back at him. So. Release. I don't even know where it's spawning this time. Yeah, you can press the button. Okay. Trail. Well, he's either clairvoyant or I'm being set up. Guess the My deceitful God. 9 must be a room number then. So many lockpicks. Why? Right. Crazy. We don't open any of these. Shame, there's loot and like. Key card, probably. Don't know where the fuck you find it. How the hell are we gonna find room number 9? Oh. Oh, 9? Yeah, 9. Is the last room. That's a good question. Maybe 109. Or it's down. What is it downstairs? Oh. Oh, this card works. Holy shit. There we go. A lot of key cards for a lot of different rooms. Should be able to unlock them all now. Sorry. And they were downstairs? No, all of them. Just anywhere. Looking at the room numbers.
You got that one.